Michel Agrabah, vous nous avez donné votre parcours en criminologie. Quel poids a votre parole auprès des tribunaux, du juge et des instances? Est-ce que ça a un rôle particulier? C'est une question très difficile. Les années aidant, je ne suis pas certaine que notre parole ait un poids extraordinaire, mais en général, les gens sont persuadés, et la presse aussi. Je me suis dit, bon, il y a des gros dossiers pour lesquels j'ai beaucoup travaillé. J'ai par exemple le dossier, je ne sais pas, le gang des barbares ou autre, ou je pense à Dacruz, le gars qui a tué la joggeuse d'Émilie Laforêt, ou je sais pas, des choses un peu difficiles, où je pense que notre parole quand même va porter, la parole de l'expert, surtout là, au niveau où j'en suis, va porter. Mais c'est vrai que c'est un peu le pain somme de l'expert, parce que lorsque nous avons terminé nos expertises, nous rédigeons un rapport, 8, 10 pages, ça dépend des dossiers, et puis après on l'envoie au juge, et le juge peut ne rien en faire. Le juge n'est pas du tout tenu par les rapports des experts. Il peut lire que la conclusion? Nous sommes complètement... Non, il peut très bien ne pas en tenir compte. Il le met dans le dossier comme pièce jointe parce qu'il ne peut pas le mettre à la poubelle. Mais il peut ne pas en tenir compte du tout, demander un autre expert. Les avocats en ont connaissance et peuvent aussi demander une contre-expertise ou un complément d'expertise. Ça n'arrive pas très souvent. En général, on fait tous des contre-expertises, on a tous des contre-expertises, on se connaît tous. Donc, quand il y a une contre-expertise, ma copine qui m'appelle en disant « Tiens, j'ai ta contre-expertise des magiciens de machin, là, comment d'avoir ?» On sait, on a le même regard en général. Et ensuite, maintenant c'est assez court, c'est moins de 2 ans, mais autrefois ça pouvait être 3, 4 ans, 5 ans. On va aux assises, et là, c'est une grande pièce de théâtre, et on lit notre rapport, on reprête serment, puisqu'on passe de la procédure écrite à la procédure orale, donc on reprête serment devant le président, et là on relit notre rapport, enfin on essaye de ne pas trop le lire, on fait semblant de ne pas le lire, mais en fait on le lit quand même, on a un peu travaillé à l'avance. On présente nos conclusions, on présente le rapport, toutes les facettes de tout ce qu'on nous demande, les questions, réponses aux questions, la discussion, et après on attend les questions du président, des jurys, des avocats, de l'avocat général, et les questions peuvent être n'importe quoi. Madame l'expert, est-ce que vous pourriez nous parler de la mémoire? La mémoire, c'est un monde. Donc, en 10 minutes, un quart d'heure, on fait un cours sur la mémoire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est qu'une structure psychotique, par exemple? Voilà. Alors, les grandes questions actuellement, ce qui agite beaucoup le monde de la justice et qui est un réel problème, c'est le problème de la dangerosité criminologique, c'est-à-dire pas la dangerosité des malades mentaux, c'est une dangerosité qui est bien cadrée, qui est bien connue des psychiatres, mais la dangerosité criminologique, c'est-à-dire la dangerosité de ces gars qui sont mis à 15 pour tuer 2 jeunes à côté de Grenoble. Ces gens-là, au quotidien, ils ne sont pas fous, vraisemblablement, c'est une présomption. Ils ne sont pas fous, mais ils sont quand même dangereux, puisqu'à 15, ils ont tué 2 jeunes. Alors, ça se pose, j'imagine, la question de la récidive, justement. Est-ce qu'on va prendre des experts de la dangerosité, on va à la récidive. Alors, il y a beaucoup de... Alors, c'est un peu... Bon, il y a, pour beaucoup d'experts, c'est une idéologie. Il ne faut pas parler de dangerosité, il ne faut pas parler de récidive, certes, mais on a une responsabilité les victimes se posent la question vis-à-vis des victimes et on a une responsabilité vis-à-vis des récidives. Si je dis ce gars, non, il récidivera jamais, ou si je dis, ah ben non, moi par idéologie, je ne veux pas me prononcer là-dessus, et que le gars va faire peu de prison et qu'il va récidiver, je serai responsable de la mort ou du viol de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une question très personnelle. Pour ma part, je pense que j'ai un peu de courage. Et je dis les choses telles que je les ai ressenties. Évidemment, il faut étayer. Alors là, il est dangereux parce que c'est un psychopathe, parce qu'il n'a pas de sens moral, parce qu'il aime faire le mal, parce qu'il a du plaisir dans la souffrance de l'autre. On étaye tout ça. Donc, il y a un risque de récidive. Des gens comme Dacruz, le gars qui a tué cette pauvre joggeuse d'Émilie Laforêt, vous vous souvenez de ce dossier? Bon, c'est maintenant jugé, il n'y a pas eu appel. Il a pris perpète, il le savait, on en avait parlé, pas d'inquiétude là-dessus. On dit, je dis, il est extrêmement dangereux. Le jour où il va sortir, il va récidiver. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là justement? Est-ce qu'ils ont un suivi? Est-ce qu'ils doivent être traités? Que ce soit, je ne sais pas, un suivi psychologique? On demande beaucoup aux psychiatres et aux psychologues, on leur demande beaucoup, mais je ne suis pas sûre que quelqu'un qui est fondamentalement méchant pourra changer.
quelqu'un qui fondamentalement, bon, un malade, oui, on peut le soigner, on peut le traiter, mais un psychopathe, c'est pas une maladie. On remarque que la plupart des psychopathes, ils guérissent tout seuls avant 40 ans. Donc la vie est belle. Les pervers ne guérissent jamais, ils font que s'aggraver avec les années. Mais un type comme ça, psychiatrie, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il n'est pas accessible, ça ne changera pas grand-chose à sa personnalité. Mais alors, sans parler des extrêmes, des grands criminels comme ça, mais est-ce que d'autres ont besoin d'un soutien? Est-ce qu'on peut les encadrer, que ce soit en milieu carcéral ou... Quand au moins ils sont encadrés. Oui. Ils sont encadrés, en oui. milieu. Oui, il y a des éducateurs, il y a des psychologues, il y a des psychiatres en prison qui les prennent en charge. Maintenant, c'est très difficile pour un détenu d'avoir accès au psychiatre. Il faut qu'il fasse la demande. Il y a beaucoup de monde, il y a peu de psychiatres. Donc, ils voient le psychiatre une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Puis, ils changent de prison. Quand ils sont jugés, ils ne restent pas où ils sont. Donc, au bout de 18 mois, ça fait 6 mois qu'ils ont commencé un travail personnel avec un psy. Ils changent, ils vont dans une autre maison d'arrêt ou autre. Donc, ils recommencent. Il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous, etc. Donc, c'est un peu difficile. Ceci dit, l'expérience que j'en ai, je ne suis pas certaine, je ne vais pas me faire d'amis, mais je ne suis pas vraiment certaine que la psychiatrie ou que la psychologie puisse tout par rapport à ces personnalités extrêmement dangereuses. En tout cas, qu'il y ait une envie de leur part. Je pense que la justice est très contente, le milieu carcéral est très content, tout le monde est très content de se défausser sur les psys. Et on attend des psys, à mon avis, beaucoup plus qu'ils ne peuvent donner et beaucoup plus qu'ils ne peuvent apporter dans certains dossiers. Il y a des cas où c'est bien. Alors, il y a des équipes qui disent qu'ils guérissent les pédophiles. Moi, je veux bien, je n'ai jamais vu un pédophile guéri, mais peut-être que j'ai mal choisi mes pédophiles aussi. Hein. Mais bon, c'est pas facile. C'est un vrai problème actuel, un vrai problème actuel. Une autre question, est-ce que quand vous recevez, j'imagine, des victimes, quand vous faites une étude d'un dossier d'une victime ou d'une personne présumée coupable, est-ce que vous allez aussi analyser la qualité du discours pour savoir s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses déformées, transformées, voire volontairement cachées, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crédibilité du discours? Bien sûr, on évalue d'une part le mensonge. Bon, un témoignage répond à des critères très précis, mais c'est un travail d'enquêteur, ça. Donc on a toutes les pièces du dossier. Je viens de voir dernièrement un dossier, un gars qui a tué sa femme en tapant dessus avec la partie métallique du tuyau de l'aspirateur. Il ne voulait pas la tuer, il voulait juste lui faire mal. Là, il a réussi. Mais entre ce que le gars a dit à la police, qu'il a dit au juge, ce qu'il m'a dit, il y a de telles distorsions c'est ce qu'on appelle une distorsion de témoignage. Bon, je dirais que c'est de bonne guerre de mentir. C'est de bonne guerre de mentir parce qu'ils essayent de sauver leur peau. Ils essayent de sauver leur peau. Et puis d'autre part, moi je suis seule avec eux dans une cellule. Moi je suis l'image d'une gentille grand-mère. Donc ils n'ont pas envie, eux, de donner l'image d'un méchant tueur. Donc ils jouent la personnalité belle et bonne. Donc ils ont tous été... J'en ai jamais trouvé un seul en 3000 dossiers qui ait trompé sa femme. Je n'ai vu que des hommes fidèles, c'est quand même extraordinaire. C'est le cas, non? C'est le cas. Bon, mais j'ai vu que des gens qui travaillaient bien à l'école, etc. J'imagine que toutes ces histoires que vous rencontrez, toutes ces personnes que vous rencontrez, elles alimentent toute votre créativité, puisque vous écrivez pas mal de livres, en tout cas, sur... Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'à part en cuisine, où j'ai plein d'imagination et de créativité, je n'ai absolument aucune créativité littéraire. Et mes livres reprennent uniquement des dossiers que j'ai traités. D'accord. Exclusivement, il n'y a que des histoires vraies. Même le dernier de mon livre sur les femmes fatales, les femmes criminelles, où c'est l'histoire d'une adorable petite grand-mère qui, après ses 50 ans de mariage, a appris son mari l'avait trompée, mais il y avait 35 ou 40 ans. Elle ne lui a jamais pardonné, donc elle a fini par le tuer à coups de hache. Enfin, l'histoire est assez drôle, sauf que le type est mort. L'histoire est assez drôle. Et puis elle a été incarcérée, elle a été jugée, elle a pris une peine de prison. Elle attendait que les enfants soient grands pour pouvoir aller en prison, c'est ça? Et là, elle a appris en prison que la maîtresse était morte. Ça a été le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. La maîtresse, c'était une de ses copines avec qui elle buvait le thé depuis 40 ans. Hein. Donc là, elle a été tout à fait réjouie de la mort de la maîtresse. Et elle a eu une phrase magnifique. Elle a dit « Oh, elle a retrouvé mon mari, mais maintenant, dans l'état où je l'ai mis, il ne lui fera plus beaucoup de mal. » C'est une belle histoire d'amour. J'imagine que ça développe un humour assez particulier. Un peu cynique. Très entourée par ses enfants. Une femme très bien par le fait qu'elle a tué son mari à coups de hache. Non, c'est vrai, une brave à coups de hache. Oui. Donc là, il y a femme petite fatale. Petite et maniable, elle a demandé quand elle l'a achetée. Petite, pas trop lourde.
pas trop lourde, parce que c'était une dame de 80 ans. Ah, donc elle a bien 80 ans. Ah oui, ils avaient fêté son- leurs 50 ans de mariage. Ah, c'est beau, hein. Il faut se méfier quand même, 50 ans après. Là, il y a Femme fatale, donc les criminels approchés par un expert. Et vous avez aussi écrit l'expertise criminelle. Là, vous avez répertorié Alors un ça, certain c'est nombre plutôt, d'histoires. c'est beaucoup plus, c'est différent, c'est moins, enfin, quoique dans les femmes fatales, il y a beaucoup d'histoires du droit, des lois, l'évolution de la criminalité, et puis là, notamment toute l'arnaque des profilers, des écoles de profiling, alors qu'il n'y a pas un seul profiler en France, parce qu'on a très peu de tueurs en série, on n'a pas besoin de profiler. Puis il y a maintenant la criminalistique, l'ADN, qui va nous apporter beaucoup plus que le cerveau de quiconque. Et puis il y a les logiciels d'analyse, Anacrim et Salvac, on n'a pas besoin de profiler, il n'y en a pas. Mais il y a des écoles, il y a des gars qui font du pognon là-dessus, c'est pas stupide, c'est une arnaque de très haut vol. Puis j'ai aussi parlé beaucoup de la fascination des gens pour le crime en général et pour les criminels masculins en particulier. Les femmes sont fascinées par les criminels. Et là, il y a eu toute une étude que j'ai faite parce que c'est assez étonnant. L'autre est plus qu'est-ce qu'une expertise, qu'est-ce que la criminalité, avec des chapitres sur la criminalistique, l'évolution actuelle de la criminalistique, notamment l'ADN. Alors justement, il y a des tendances, il y a des cultures qui vont... On sait que les États-Unis sont plus vers les tueurs en série, etc. Apparemment, il y en a très très peu en France. Tout à fait. Je crois même que c'est régional, non? C'est que dans l'Est de la France... Pas très régional, non, c'est beaucoup plus culturel que régional. D'accord. C'est-à-dire que le tueur en série, c'est vraiment la face noire de cette Amérique pudibonde. Le président Clinton se faisant faire une gâterie par la grassouillette Monica, l'Amérique entière a eu des émotions. Nous, à la même époque, on entretenait la maîtresse du président, ça n'a gêné personne. Actuellement, on a un président avec plein de femmes et plein d'enfants partout. Ça ne pose pas de problème à quiconque, même avec la femme d'un autre, ça ne gêne pas. Ce n'est pas un truc qui dérange les Français. Tandis que les Américains sont tout à fait choqués par ce genre de choses. Donc, ils sont très pudibonds, mais en contrepartie, ils ont toute cette espèce de fantasme du mal, du tueur solitaire, etc. C'est vraiment le tueur en série et les Américains sont envahis de tueurs en série et ils ne savent pas comment se défaire de ce type de comportement. Ils sont très ennuyés, il y en a plus de 100 par an. En France, on en a un tous les 5 ans et encore. Alors c'est ce qui explique certainement le nombre de feuilletons sur les experts à Miami, à Washington, à ceci, à cela. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, c'est la pléthore. fascination américaine pour ces tueurs en série parce qu'eux, ils en ont. Il y en a aussi en Angleterre, il y a même un psychiatre qui a tué, je crois, 350 personnes. C'est beaucoup pour un psychiatre quand même, pour tuer 350. Et surtout en Afrique du Sud, qui est aussi un pays de culture anglo-saxonne, avec en plus l'apartheid qui a créé d'autres difficultés. Mais ce sont les 3 grands pays dans le monde où il y a des tueurs en série. Alors ces feuilletons ça vise à crédibiliser un petit peu la police en disant attention, on est là, we are watching you. Je crois que ça joue surtout sur l'attirance morbide des gens pour le sang des autres. Oh, mais la police est toujours très efficace parce que quel que soit le crime, surtout dans les feuilletons. Oui, surtout dans les feuilletons, c'est bien ça. Donc c'est fait pour aussi crédibiliser un petit peu la police, non? C'est peut-être un effet secondaire. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le premier niveau. Merci, Michèle. Merci à vous.